mesdemoiselles, messieurs, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. 53 députés ont voté contre la demande de mise en accusation du président de la République. 3 ont voté pour et 5 se sont abstenus lors d'une séance marathon marquée par des tentatives des députés de l'opposition pour la faire avorter. La présidence salue le leadership du président de la Chambre basse lors de la séance de mise en accusation du président. Selon elle, ce dossier, qui est maintenant clos, permettra aux parlementaires de s'attaquer aux autres dossiers urgents de la nation. Report sine die de la séance de présentation de la déclaration de politique générale du Premier ministre nommé à la Chambre basse. L'annonce en a été faite par le président de la Chambre, Gary Podo, sur son compte Twitter. Après une séance marathon marquée par les tentatives multiples et variées des députés de l'opposition pour la faire avorter, la Chambre des députés a finalement voté sur la question de la mise en accusation du président de la République. Résultat du vote, 53 contre, 3 pour et 5 abstentions. Ce vote a eu lieu à 4h40 du matin. Heureusement pour nous, nous avions sur place notre reporter, Marvin Pierre, qui a donc passé toute la nuit, qui a fait ce long marathon jusqu'à 4h40 et même plus tard, et qui va nous faire un peu le compte-rendu de cette séance mouvementée. Bonsoir Marvin Pierre et bienvenue sur Métro News. Bonsoir Serge Clan, bonsoir à tous. Effectivement, après plus de 12 heures de séance, puisque la séance a commencé à partir de... On a commencé la séance, on a ouvert la séance à partir de 15h, 15h30. Et il y avait aussi une situation qui s'est développée aux abords du Parlement. On peut parler des actes d'insécurité, surtout des manifestants qui se sont pointés. Comme les abords. Fois précédentes, voilà. Il y avait des manifestants à l'extérieur du Parlement. Effectivement. Mais pour le Parlement, au sein du Parlement, notamment à la salle de séance, c'est à partir de 4 heures que les députés se sont mis à intégrer, à se rendre au sein de la salle. Et à partir de ce moment, le président du bureau a demandé au secrétaire sténographe de procéder à l'appel nominal. C'est ce qui a permis au bureau d'ouvrir la séance, et une séance qui a duré plus de 12 heures, puisque les députés de l'opposition n'ont pas pu accéder à toutes les demandes qui ont été faites par ces députés-là auprès du bureau. Vous avez eu l'occasion de dire qu'il y a eu toutes sortes de tentatives de la part de ces députés pour gâcher les choses, de faire avorter cette séance. Vous êtes là, destruction ou presque du système de sonorisation, etc., etc. Exactement. Les députés accusateurs, pour ceux qui ont suivi l'actualité, on sait bien qu'il y avait un moment, lors des premières tentatives, les députés ont demandé certaines pièces, certains documents, et certains documents ont été remis aux députés accusateurs. Cependant, il y avait certains documents manquants. Et parmi les documents qui ont été remis aux députés accusateurs, il y a la minute d'une séance d'interpellation de l'ancien Premier ministre, Jacques-Guy Lafontaine. Ils ont demandé cette minute parce que les députés ont dit que, à travers cette séance, on a prouvé l'existence des violations flagrantes de la loi, de la Constitution. Cependant, ce document n'a pas été signé. Ils ont demandé au bureau de signer ce document. Et en parlant des membres du bureau, on parle du président Gary Podo et aussi les 2 secrétaires du bureau. Et c'est ce qui a perturbé d'une manière ou d'une autre la séance. On a pris des heures à débattre à propos et momentanément, il y a eu un autre problème. Le problème, c'est que la pluie, il y avait de fortes précipitations. Oui, on a vu les images de l'eau qui coulait en cataracte à l'intérieur du Parlement. Oui. Exactement. Et les députés ont dû se déplacer afin de pouvoir
s'asseoir quelque part pour ne pas être trempé, bien sûr, mais ça n'a pas eu d'impact majeur sur la séance puisqu'après 30 minutes ou 45 minutes, le président Garibodo a permis que la séance reprenne. Et à partir de ce moment, on a pu constater un semblant ou encore un commencement de débat. Parce que finalement, le but de cette séance était précisément de permettre aux députés accusateurs, entre guillemets, de présenter leurs arguments. Mais est-ce qu'ils ont présenté les arguments vraiment? C'était là le problème. Les députés, puisqu'on savait la séance a été mise en continuation, on était arrivé au point 6 de l'ordre du jour. Et le point 6, ça fait référence à la lecture de l'acte d'accusation. C'est ça. Et les députés de l'opposition ont pris beaucoup de temps avant de laisser le bureau parce qu'aucun député de l'opposition n'avait prévu de lire l'acte. Pourtant, le bureau, à travers le président, c'est-à-dire Garibodo, le président a demandé à l'un de ses secrétaires de lire l'acte d'accusation. C'est le rôle du secrétaire, d'ailleurs. Oui. Voilà, et c'est à partir de... Non, pour cette séance, ce sont les députés accusateurs qui devraient faire lecture de l'acte. Ah bon? Évidemment. Très bien. Mais, puisque les députés accusateurs n'ont pas pu le faire et ils ont perturbé la séance, ils avaient leur propre système de sonorisation, ils essayaient de faire beaucoup de bruit avec des vuvuzelas et tout. Et aux environs de 2 heures du matin, c'est à partir de ce moment le bureau a tranché. Justement, le président a demandé à son... il y a 2 secrétaires, il y a une femme et un homme, mais c'était la députée... c'était la secrétaire, l'un des secrétaires qui a fait lecture de l'acte d'accusation. Cependant, les membres de la majorité n'ont pas voulu faire débat. Ils ont demandé de passer au vote. Mais les députés de l'opposition ont dit non, ce n'est pas possible. Cependant, il devrait y avoir quorum pour le vote. Et pour avoir, on devrait avoir au moins 81 députés présents pour que la demande de 2 tiers soit respectée. C'est ça. Donc, et on a pris de 2 heures du matin à 4h40. Mais c'est là que les députés de l'opposition, finalement, se sont pris à leur propre piège. Car si j'ai bien compris, ils ont commencé à quitter la salle des séances en espérant infirmer le quorum, mais ils ont oublié de rayer leur nom sur les listes de présence. Et c'est là que le président Garibodo a dit « Je ne vais pas tenir compte des 61 députés physiquement présents, mais des 81 députés qui ont signé leur présence, donc on passe au vote. » C'est comme ça que ça s'est terminé, finalement. Mais évidemment, il y avait une tentative du député Sinal Bertrand. Il avait voulu prendre la liste, justement pour aller rayer les noms des députés de l'opposition. Et il y avait vraiment du corps à corps entre le député... Ah bon, ils en sont arrivés au... Oui, le député Hippolyte s'est mis entre, je peux dire, le registre, la liste, et le député Sinal Bertrand. Et il y avait vraiment de tensions qui a régné au niveau de la salle de séance. Et lorsque la tentative a échoué, un autre député a ouvert l'autre système de sonorisation pour perturber la parole. Et un autre député de la majorité a également... il s'est rendu aux côtés du député qui a ouvert le système secondaire, je ne peux pas dire secondaire, mais le système opposé de sonorisation. Et c'est à partir de ce moment, il y avait vraiment... il pourrait y avoir d'actions regrettables, puisqu'il y avait des députés qui ont été armés. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Vous avez signalé que vous avez vu, évidemment, il n'y a aucun député qui a sorti son arme, ou encore moins qui l'a utilisée, mais vous nous aviez dit avoir vu, à travers les vestes entrouvertes des députés, qu'il y avait beaucoup de députés qui étaient à l'intérieur de la salle des séances du Parlement avec leurs armes. Le règlement intérieur ça interdit formellement, si je comprends
comprends bien. Oui, les règlements intérieurs interdisent le port d'armes à l'intérieur. Sauf les gardes de sécurité dont c'est le rôle. Évidemment, mais la majorité des députés, je veux dire, ces députés-là n'ont pas respecté les règlements intérieurs. C'est grave. Et l'un des députés a failli tout simplement se servir de son arme. Et c'est à partir de ce moment on allait vraiment marquer une pause, une suspension assez longue, puisqu'après ce moment très tendu, eh bien, les députés opposants, ils ont allé de l'autre côté. C'est un député de la majorité qui allait utiliser son arme. Évidemment, de la majorité. Justement, il a dit que le président Garibodo était trop souple. Il a été trop clément envers les députés de l'opposition. Il a joué au jeu de l'opposition. Donc, c'est ce qui ne devrait pas être fait, puisque tout simplement, les députés de la majorité, on peut dire que Garibodo, c'était leur chef, d'une manière ou d'une autre. Mais ils se sont remontés contre Garibodo, et ça a été vraiment... Moins une. Ah, voilà. Très bien. Bon, écoutez, Marvin Spierre, merci de nous avoir fait vivre ce que, j'imagine, la plupart d'entre nous n'ont pas pu vivre en direct, vu l'heure tardive, 4h40. 4h40. Vous dit, c'est à cette heure-là que le vote a eu lieu. Donc, aujourd'hui, le dossier est clos. C'est fini, l'affaire est classée définitivement. Alors, c'était une de vos premières expériences au Parlement, je crois? Non, pas ma première expérience au Parlement. La séance en Assemblée nationale, j'ai été là. D'accord. Mais quand même, toutes ces palpitations, ces mouvements, les nerfs étaient à fleur de peau. Ça a été, pour moi, la première fois. C'était la première expérience. Mais j'ai eu l'habitude de couvrir, bon, je peux dire, les jours précédents. Mais hier soir, ça a été vraiment difficile à absorber d'une manière, puisque les députés, on ne sait pas quand l'un ou l'autre va sortir son arme. Donc, ça a été... Oui, et une balle perdue est vite attrapée. Et les dommages collatéraux, on ne pouvait pas les éviter. Et oui. En tous les cas, merci infiniment, Marvin Spierre, d'abord de vous être sacrifié pour aller passer toute la nuit au Parlement jusqu'à 4h40 et bien après. Il vous a fallu rentrer chez vous après, j'imagine. Et merci surtout d'être là cet après-midi, présent sur le plateau de Métro News, pour nous faire vivre le film de cette journée marathon. Merci beaucoup. Ce sont les risques du métier. C'est un plaisir et merci à Métro News. D'accord. Merci beaucoup. Voilà, c'était notre collaborateur Marvin Spierre qui a passé une nuit mouvementée hier au Parlement, plus de 12 heures de présence sur place jusqu'au vote négatif qui a eu lieu à 4h40 du matin. Notre invité du jour est M. Jean-Williot Patrick Crispin, conseiller du président de la République, avec qui nous allons aborder les deux sujets importants du jour. C'est avec fierté et honneur que nous le ferons. Très bien. Alors commençons par le commencement. M. Crispin, quelle est votre opinion et quelle est l'opinion de la présidence de la République sur la séance à la Chambre des députés hier qui portait évidemment sur la mise en accusation du président? La présidence de Jovenel Moïse s'en réjouit de l'exercice démocratique dans le cadre du respect de la Constitution de 29 mars 1987 amendée, où la Constitution stipule clairement le droit des parlementaires d'introduire une demande de mise en accusation. Or, il y a eu 16 députés de la minorité qui sont des députés de l'opposition qui se sont imaginés à leur esprit, à leur pensée, qu'ils pouvaient naturellement produire une demande de mise en accusation du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse. La présidence reconnaît ce droit, c'est un droit constitutionnel. C'est tout aussi bien que la présidence tient acte
de la décision de la Chambre des députés qui a voté contre cette demande de mise en accusation, comme nous respectons l'autonomie et l'indépendance des pouvoirs, puisque la Constitution, le 29 mars 1987, consacre l'autonomie et l'indépendance des trois pouvoirs, qu'il s'agisse le pouvoir judiciaire, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif. Oui. Donc, les députés de la Chambre des députés ont fait leur travail. Ils ont accompli leur mission, donc ils ont exercé leur droit constitutionnel. Tout à fait. Maintenant, ça c'est sur le fond. L'action était constitutionnelle. Maintenant, est-ce que vous avez, quand je dis vous, je parle de la présidence en général, bien sûr, est-ce que vous avez une opinion, non pas sur le fond, mais sur la forme? Voilà une séance qui a commencé de bonne heure, qui s'est terminée à 4h30 du matin, avec un vote presque insultant pour ceux qui avaient demandé la mise en accusation. Je crois qu'il y a eu 3 députés qui ont voté pour la mise en accusation, alors qu'il y en avait 16 qui l'avaient demandé. Comment... Et puis ça s'est mal passé. Nous avons un reporter qui était là, qui va nous faire un reportage sur le film de la soirée. Encore une fois, la Chambre des députés a donné une piètre image de cette branche du législatif. Comment est-ce que vous avez perçu cela? De ce point de vue-là, il est de ressort de l'opinion publique d'en juger. Évidemment, la société haïtienne dans son entièreté, dans sa globalité, dans sa totalité, pouvait espérer voir un véritable débat autour de cette question, puisque quand même c'est un exercice démocratique et qui est bon pour la santé, pour la santé politique du pays. Voilà, qui échange d'arguments. Malheureusement, il n'y a pas eu ce débat. Nous croyons comprendre tout aussi bien les députés de la majorité étaient disponibles, disposés à faire ce débat contradictoire, et les députés dénonciateurs, les députés demandeurs de la mise en accusation du président de la République n'ont pas cru que c'était nécessaire de faire ce débat qui aurait été quelque chose de médifique pour le pays. Malheureusement, tel n'est pas le cas. Cependant, nous autres, au niveau de la présidence, nous n'avons pas à analyser, à étudier le comportement biosociopolitique d'un député dans le cadre de son travail, mais alors, en tant que citoyen, puisque le chef de l'État lui-même est aussi bien citoyen haïtien, en tant que citoyen haïtien, donc nous autres, auprès du président de la République, en tant que citoyen haïtien, nous nous y attendions à un véritable débat autour de cette question, puisque d'autant plus, l'on sait très bien, il y a une faiblesse institutionnelle à ce niveau, puisque il n'y a pas de loi cadre, de loi d'application, je dirais, autour de cette question de mise en accusation. Donc là, la société doit prendre note, que ce soit le pouvoir exécutif ou le pouvoir législatif. Donc il y a vraiment l'urgente nécessité qu'on dote le pays à la lumière de l'esprit de la lettre de la Constitution, des lois d'application pour certaines choses. Oui, absolument. Bon, écoutez, Monsieur Crispin, on ne va pas rester plus longtemps sur ce dossier, d'autant plus que maintenant, le vote a eu lieu, l'accusation tombe, donc on peut dire que le dossier maintenant est clos, au moins sur cette question. Passons au deuxième dossier. En fait, jusqu'avant d'aborder le deuxième dossier, on dirait que Haïti a gagné. Pourquoi nous disons qu'Haïti a gagné? On sait très bien que c'est un dossier qui aura duré pendant longtemps, environ 5 mois. Et où, n'est-ce pas, les députés de la minorité, de l'opposition, ont eu à pratiquer de ce qu'on appelle la procrastination politique, la procrastination, je dirais, la procrastination politique, la procrastination parlementaire. Donc, hier soir, avec le vote de 53 députés qui ont voté contre la demande de mise en accusation du président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, donc on dira purement et simplement que la karathèse politique, la karathèse parlementaire a bel et bien pris fin, et que maintenant, il faut aller de l'avant puisque le pays a besoin de gouvernement. Le Parlement haïtien est appelé à jouer son rôle dans les règles de l'art.
et selon les normes et les prescrits de la Constitution du 29 mars 1987. Oui. Ce qui est fondamental, ce qui s'avère absolument nécessaire et important, que le Parlement haïtien fasse son travail d'études, etc. Mais ils ont déjà sorti un certain nombre de conclusions. Maintenant, cette absence de gouvernement dure quand même depuis quelque temps. Et vu de l'extérieur, là je me fais le porte-parole, disons, de l'opinion publique, en ce qui concerne les chefs de gouvernement, il y a quand même eu un Premier ministre séant qui a fait 6 mois pile, et pas un jour de plus, et certains se demandent encore quelles ont été les raisons profondes de son éviction. Il y a eu ensuite le passage éclair de M. Lapin, mais qui a disparu dans la garrigue. Et puis là, on nous ressort M. Michel, qui était quand même un peu moins connu que les autres, et qui apparemment, déjà maintenant, a beaucoup de gens qui semblent ne pas être très chauds, à commencer par Lambert, qui a annoncé qu'il ne voterait pas pour Michel. Alors, je reprends ma question. Est-ce que vous attendez cette séance avec sérénité ou avec un peu d'appréhension? La présidence de Jovenel Moïse, accompagnant le peuple haïtien, attend cette séance avec beaucoup de sérénité. Et nous savons que nos frères et sœurs parlementaires vont devoir remplir le rôle de parlementaires en dotant la nation, en dotant le pays d'un gouvernement, puisque quand bien même, face aux défis que nous avons, et face aux problèmes socio-économiques, face à la dégradation de la situation économique du pays, face au chômage, face à l'insécurité alimentaire, face à l'insécurité, face à la déliquescence institutionnelle, face aux inepties administratives, et face à la corruption, face à l'impunité, d'après la Constitution de notre pays, c'est le gouvernement qui est le bras droit de l'exécution des lois de la République. Par conséquent, pour s'attaquer à tous ces problèmes-là, il faut en donner des réponses convenables, eh bien, il faut qu'il y ait un gouvernement. Absolument. Donc, le peuple haïtien ne comprendra pas le comportement biosociopolitique du Parlement en refusant, en braque-boulant, de doter le pays d'un gouvernement. Il y a la rentrée des classes qui se fera dans moins de 20 jours. Il faut qu'il y ait un gouvernement. Il y a la question du salaire minimum. Il faut qu'il y ait un gouvernement. Donc, tous les problèmes posés, paramètre par paramètre, indice par indice, pour trouver des solutions idoines à ces paramètres, à ces indices. Donc, d'après la Constitution, c'est le gouvernement qui doit agir. Bon, par conséquent, le Parlement haïtien, les députés, les sénateurs vont faire montre de responsabilité pour doter Haïti d'un gouvernement le plus prestement que possible. Bien sûr, mais la question revient toujours à cela. Un gouvernement, oui, mais quel gouvernement et avec quel Premier ministre? Ça reste la grande question. Séant, Lapin, Michel, qui sera le prochain? Écoutez, le prochain Premier ministre, c'est le Premier ministre nommé par le Président de la République, qui est en fait Fritz William Michel. Et nous rappelons que Fritz William Michel, en dépit de ce qu'on raconte, de ce qu'on dise, donc il a l'âge constitutionnel, et l'âge légal pour être Premier ministre. Il est ministre nommé tout aussi bien, en fait, en termes d'âge constitutionnel et légal, eh bien, ils peuvent être Premier ministre. Maintenant, s'il y a d'autres technicalités en fonction de ce que dit la loi, de ce que stipule la loi, donc les députés, les sénateurs, eh bien, doivent faire leur travail, qu'ils accomplissent et qu'ils fassent leur travail de parlementaire. Malheureusement, M. Crispin, comme on dit très souvent en Haïti, le temps nous fait un peu la guerre. Ça se comprend, et cela s'accepte aussi bien. Merci infiniment d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui pour partager avec nous l'opinion de la présidence de la République, à la fois sur la séance de mise en accusation hier et sur la séance à venir de la ratification du Premier ministre nommé. Merci, M. Crispin, et bonne fin de journée. La présidence de Jovenel Moïse dit clairement
paix, amour, lumière sur Haïti. Que Dieu bénisse Haïti. Plusieurs citoyens de Carrefour s'apprêtent à organiser un sit-in le 29 août prochain afin de dénoncer les actes de banditisme qui sévissent au niveau de la 3e circonscription de Port-au-Prince. En conférence de presse ce jeudi, le maire de la commune de Carrefour, Jude-Édouard Pierre, explique que l'insécurité qui règne à Martissan a de graves conséquences sur sa commune. Il déplore la passivité des autorités du pays sur la question et appelle à une solution rapide à ce problème avant la réouverture des classes. Toute entreprise Carrefour qui, dans sous-traitance, écrit plusieurs correspondances pour annoncer la fermeture prochaine. Parce qu'il y a une incapacité pour joindre une matière première pour continuer à fonctionner. Dès qu'il y a 2 jours de fonctionnement qui restent, il y a 3 jours, 4 jours, il y a qui va même gagner une journée par rapport à ça. Parce que chaque fois qu'on contenait qu'à venir marchandises pour continuer le travail, eh bien, il détourne le conteneur ça et par une compagnie qui veut prendre un risque encore, vient faire livraison pour l'entreprise sur Carrefour. Alors que l'école va l'ouvrir, des milliers d'écoliers d'élèves de Carrefour, c'est en ville, je demande encore une fois à toute autorité qui est responsable de la sécurité dans le pays pour dire un mot. C'est quand même 4 départements du Grand Sud et une partie de l'Ouest, y compris Carrefour, la 2e ville de la République en termes démographiques. Des centaines de milliers de monde à vivre là. Pour qui ça, chaque fois un monde qui était Carrefour pour avoir le prince, c'est le tourner, le connaît que il y a chance pour gagner la vie. Chaque fois un monde qui était pour le traverser, mais entreprise mourir, entreprise dans le Grand Sud, il fin mourir tout. Nous venons dire aujourd'hui, nous-mêmes magistrats Carrefour, nous ne sommes pas d'accord et nous sollicitons de la part des autorités du pouvoir central, un CSPN rapide, vraiment rapide, et à ce CSPN, nous demandons pour associer le conseil municipal de Carrefour, le conseil municipal de Port-au-Prince, parce que les maires ont aussi une responsabilité en matière de sécurité publique. Malheureusement, ils n'ont pas associé nous, ils ont la police communale, comme si nous avons peur de l'industrialisation qui a aidé le pays à changer. Pour ça, nous disons, les Carrefour qui prennent l'initiative pour le 29 là, nous solidaires de l'initiative là et nous promettons appui, gens capables pour le bien passer, sans dérapage, sans dérapage. C'est des pasteurs, des prêtres, des évêques, des notables, des organisations de base, c'est toutes couches confondues qui signaient pétition, qui demandaient appui pour faire marche ça, faire ça le 29, jeudi 29. De l'avis du professeur James Boyard, l'armée ne pourra pas résoudre le problème d'insécurité qui sévit au pays actuellement. La nouvelle force ne devrait pas avoir à jouer le rôle de la police. Le spécialiste en sécurité affirme que la PNH a la capacité de venir à bout de ce phénomène si elle est bien outillée. D'un autre côté, l'expert en relations internationales invite les politiques et les hommes du secteur privé à faciliter le travail de la police en cessant d'alimenter les bandits en armes et en munitions. Oui, il y a une grande nécessité de revenir avec les forces armées d'Haïti. La question ne doit même pas être débattue. Donc, ça, la question qu'on doit débattre, c'est la doctrine d'emploi. C'est revenir avec les forces armées d'Haïti. Pourquoi faire? Pour quelle mission? On ne peut pas mobiliser une armée sans déterminer à l'avance nos intérêts nationaux. Parce que ce sont ces intérêts nationaux que l'armée doit défendre. D'abord. Quels sont les intérêts nationaux? Aucun parti politique, aucun citoyen haïtien n'arrive à s'entendre aujourd'hui sur ce qui est l'intérêt national. Et ce n'est pas étonnant qu'ils n'arrivent pas à s'entendre sur ce qui est l'intérêt national, tout simplement parce que pour définir l'intérêt national, on doit d'abord définir l'identité nationale. On a un problème, un sérieux problème d'identité nationale, ce que les Dominicains n'ont pas. Moi-même, je pensais que le premier bagage, c'est l'État qui vous décide. L'État, c'est le gouvernement qui vous décide. Il peut décider pour l'analyser risques, c'est-à-dire les menaces représentées par ces gangs. Parce qu'on est capable de qualifier une criminalité capable de qualifier de 2 façons. On est capable d'en suivre l'analyse où on dit c'est encore une criminalité de niveau de sécurité. Encore, on est capable de qualifier que c'est une criminalité
de niveau de défense. D'accord? Si c'est une criminalité, donc une insécurité de niveau, une criminalité de niveau de sécurité, eh bien, outils qui pourraient intervenir, c'est la police et les tribunaux de droit commun. Mais sous qualifié comme étant une criminalité de niveau de défense, eh bien, outils qui pourraient intervenir, c'est les forces armées et des tribunaux spéciaux. Vous voyez? Donc, c'est à l'État de définir, de qualifier le niveau de l'insécurité, le niveau de la criminalité. Pour nous capables d'avoir une solution définitive ou encore une solution durable à cette gangstérisation, à cette criminalisation de certaines zones, et au niveau de la capitale notamment, eh bien, il faut capable de lutter contre ce que j'appelle la main invisible de la politique. La main invisible de la politique. La main invisible de l'insécurité. La main politique invisible de l'insécurité. Parce qu'il y a des acteurs politiques, des acteurs économiques qui agissent dans l'ombre et qui instrumentalisent justement ces gangs. C'est eux qui alimentent en armes, c'est eux qui alimentent en argent, c'est eux qui alimentent en toutes sortes de matériel. Donc vous voyez, donc ce qui fait que sous pas arriver neutraliser ces mains invisibles de l'insécurité, eh bien, on est capable toujours intervenir à l'aval, alors qu'à l'amont, rien n'est fait. Vous voyez? Donc c'est une décision politique que l'État doit prendre, dans les deux côtés. D'abord, l'État doit s'engager à s'investir davantage dans les renseignements de la PNH, doit s'investir davantage dans l'acquisition d'équipements appropriés pour les unités de terrain, d'accord? Et puis, de l'autre côté, l'État doit intervenir auprès de ces secteurs politiques, même si ce sont des secteurs politiques proches ou pas aux gens qui gouvernent, eh bien, les responsables de l'État doivent s'engager à neutraliser ces mêmes politiques invisibles. Des citoyens de Baillergeau, quartier de Carrefourfeuille, ont exprimé leur colère ce jeudi face au mauvais état de la route qui mène à cette localité. Mécontents et frustrés, certains riverains ont même bloqué une activité qui devait se tenir dans le quartier à l'initiative du ministère des Travaux publics qui exécute le projet de réhabilitation de l'avenue N à Baillergeau. En réaction, la coordinatrice du programme d'aménagement intégré des quartiers informels de Port-au-Prince, Marie-Georges Salomon, explique que des difficultés techniques sont à l'origine de l'arrêt observé dans la réhabilitation de la route. Rodolphe Pierre-Louis était sur place, suivez son reportage. Démarrés en mars 2016, les travaux de réhabilitation de l'avenue N, route menant à Baillergeau, traînent encore. 3 ans déjà, depuis que les riverains de la zone sont en attente. Et pendant ce temps, circuler à Baillergeau est loin d'être une partie de plaisir, explique ce citoyen qui ne cache pas son mécontentement. Nous avons route, côté que capturer plusieurs personnes que nous sommes en plein air, côté que plusieurs personnes passé, moins de monde, raison, moto café ou ça encore, monsieur. Nous avons avenue N à prolonger, à côté des bases américaines. Sorti dans Sico pour descendre plus bas, Louis 4, depuis sur Laurent Lamotte, où ça a commencé. On compare avec les Tessina, la Croix-Rouge américaine, comme la haïtienne, et pour venir joindre Great Get Chance, on se compare comme ça, traverse en héros américain, qu'on a viré en haïtien. 3 tranches virées. OK? La situation est critique. Après des averses orageuses, même les piétons éprouvent des difficultés. Les véhicules, n'en parlons pas. C'est à se demander si on est au cœur d'une capitale. Fort de ce constat, certains habitants menacent de passer à l'action. En Rude, yo casé Rude ya. L'autre en Chili, regardez Fatra là. L'autre à terre là, regardez tout. Puis bah encore c'est Ravine. Tout ça dans projet route là, n'a mobilisé entre nous. Des secteurs devant l'école devant Jean-Jacques Bagay. Devant hôtel Prince hôtel Olofson Bagay. Aujourd'hui, ils ont craché leur colère en présence d'une délégation qui s'apprêtait à donner un point de presse sur le projet, une activité qui n'a pas pu se tenir. Marie-Georges Salomon de l'unité de construction de logements et de bâtiments publics fait le point. Il y a un problème expropriation qu'a géré jusqu'à présent sous partie ça qui fait que l'autre a initié et pourquoi fini. Donc seule partie qui finit, c'est le 2A.
Son projet qui a une partie expropriation qui est très important là-dedans. Même j'en nous connais, expropriation, c'est le trésor public qui peut faire. C'est ce comme l'État pour expropriation en fait. Et expropriation, c'est une difficulté pour faire. Ce programme baptisé Équipe vise à restructurer les quartiers précaires et à favoriser l'implication de la population dans la prise de décision pour la mise en œuvre de certaines actions pouvant aider à améliorer leur environnement. La coordonnatrice du programme tente d'expliquer la raison de l'arrêt observé dans la reconstruction de la route. Mais ces difficultés techniques, car il y en a que tout le monde Bayerjo connaît, l'entreprise l'habité sous Cariana en pile la matériel écrasé qui fait que l'OE1 prend plus de temps que nécessaire. Bon parti que firme n'a censé faire pour compléter les travaux, parti ça nous relève en avenant, étant donné qu'on est en discussion toujours avec firme, donc on ne peut pas dévoiler montant projet en général parce que nous pourrons finir discuter montant total avec firme parce que firme est obligé de demander COP supplémentaire à cause de difficultés techniques que les jeunes pio là. La visite des lieux qui a été prévue par le ministère des Travaux publics et l'unité de construction de logements et des bâtiments publics n'a pas eu lieu à cause des riverains de la zone de l'avenue N jusqu'à Bayerjo qui réclament la réhabilitation de la route. Rudolf Pierre-Louis pour Télémétropole. Signature ce jeudi d'un protocole d'accord entre la plateforme de téléchargement Discob et le Bureau haïtien des droits d'auteur. Désormais, les musiques diffusées sur cette application web et mobile seront protégées et rentables pour leurs auteurs. Ce protocole vise à soutenir des initiatives de start-up haïtiennes capables de générer des revenus à travers le streaming musical. Suivez ce reportage de Jérémy Tillon et Paul Léel. L'industrie du disque a subi en moins de 15 ans une révolution en termes de diffusion de musique. Les traditionnels canaux de diffusion ont dû peu à peu céder des parts de marché à de nouvelles start-up comme Deezer, Spotify et maintenant pour Haïti, Discob. Ce n'est pas la première fois qu'une plateforme souhaite s'implanter dans notre pays, sauf que cette fois-ci, cette application est 100% haïtienne et mise plus sur les artistes locaux qu'asiatiques, comme celles qui ont essayé avant elle. Andy Pierre, créateur de Discob. Nous, à la fois, c'est un site web. Ce site web-là, il y a des articles, des contenus audiovisuels et très prochainement, on a ajouté podcast autour de la musique en Haïti ou bien des métiers de la musique. Et application, nous mettons musique disponible, musique artistes haïtiens disponible sous les seulement pour nous streamer. Si les contenus d'une plateforme sont obtenus de manière illégale, cela peut très vite fragiliser la crédibilité et la pérennité de la start-up. Suite au lancement officiel, l'équipe de création s'est donc mise en quête d'approcher les artistes haïtiens afin de les proposer légalement dans leur catalogue. Donc, raison contre ça, c'était que les gens qui font musique en Haïti, ils font face soit à des problèmes conjoncturels ou structurels, et pour résoudre les problèmes structurels, ils doivent faire institutionnellement. Étant donné l'État, c'est le grand décret en 2005 qui crée BHDA, c'est celle société de gestion collective des droits d'auteur en Haïti, donc il était important pour nous gagner un accord avec. Le protocole d'accord ça, la permettre que artistes et toucher ça qui est les droits d'auteur là. Une commission que Discob a balé, et commission ça la prétendue sur artistes, mais à part Discob qui gagne pour le payer artistes tout. Ça c'est une sorte de coût fixe. Yo même ça gagne comme devance, c'est mettre base de données musicales disponible pour nous, c'est-à-dire un ensemble de musique, il y a nos droits avec eux, même genre toute musique nous gagne sur application qu'on a, c'est artistes qui ban nous étant donné BHDA légalement il gagne pouvoir ça, donc il y a des artistes qui soient mourir ou bien il y a de l'autre problème, c'est lui-même qui gagne accès à la musique, tout le monde qui est enregistré, donc la mettre musique sera disponible. Grâce à ce protocole d'accord signé avec le BHDA, Discob est maintenant directement relié aux instances qui régulent les droits d'auteur. Une petite révolution pour ce secteur qui a trop souvent et trop longtemps manqué de reconnaissance. En plus des bals, concerts et autres prestations, les artistes haïtiens peuvent maintenant prétendre à une autre source de revenus, le streaming. Plus de 60% de la musique achetée ou écoutée dépendent de plateformes de streaming. Gratuite dans un premier temps, Discob, comme pour ses grandes sœurs Deezer ou Spotify, deviendra à l'avenir payante. Sur l'application, c'est exclusivement musique et sur le website là, on a gagné de contenu audiovisuel que nous avons créé, ce n'est pas vidéo artistes. Artistes ont un contenu sur bio, ils ont mis, mais nous-mêmes, nous avons des contenus audiovisuels nous avons fait. Cette nouvelle application numérique, dédiée au web et au mobile, est d'ores et déjà opérationnelle. Une nouvelle façon d'écouter et de découvrir de la musique haïtienne. Le catalogue, qui compte déjà plus de 800 artistes, devrait s'étoffer dans le temps en espérant que cette plateforme tienne ses promesses sur le court, moyen
et long terme. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.